Salut Léa, ça va? Tout dimanche, moi le mien, parfait avec les loulous. Écoute, tu connais, classique, 7h du matin, levé, j'ai préparé le petit déjeuner, des petits pancakes, le chocolat chaud, parfait. Après on a enchaîné, petite session rugby, parfaite avec les loulous. Puis après déjeuner, parfait avec des sandwichs, parfait. Et tu sais quoi, après, on a fait une petite session piscine, parfaite. Et après, tu sais, le coucher, parfait. Ouais, je te laisse, j'ai une réunion. Salut, ça va? Oui. Vous savez pas quoi? Claudia, regardez, sur Instagram, j'ai vu, elle a accouché d'un petit loulou Gaspard, 2 heures sans péridurale. Elle est exceptionnelle, rayonnante, pétillante. Comme toi, Paola, t'as fait quoi ce week-end? Eh ben écoute, j'ai couru mon semi-marathon, 1h40, un demi-heure de temps. Ça m'a fait un bien fou parce qu'il faut quand même prendre du temps pour ça quand on est maman, non? D'ailleurs, Léa, t'es fatiguée? Qu'est-ce que t'as fait ce week-end? Quelle pression! Non mais vous avez vu ça? C'est pas possible quand même de se faire foutre la pression par ses collègues comme ça. Bonjour, bonsoir, bienvenue à la 5e édition de l'émission Parents Imparfaits. Vous l'avez compris, le thème de ce soir, c'est la fin du règne du parent parfait. Yes, enfin. Oui, parce que ça y est, les langues se délient, on commence à dire, à lire que la vie de parent, oui, c'est bien, mais il y a aussi des moments où on en souffre un peu. Il y a des moments où on est fier de notre façon d'être parent et d'autres où on se pose beaucoup de questions. Moralité, on sait, le modèle du parent parfait, on a compris qu'il n'existait pas, mais au fond, pourquoi on se met autant la pression? On va essayer de répondre à cette question. D'ailleurs, avant de présenter l'intervenante de ce soir, vous qui êtes derrière votre écran, aujourd'hui on est en live. La dernière fois c'était compliqué, mais ça y est, on est en live. C'est-à-dire que si vous avez des questions, si vous avez des témoignages, si vous aussi vous avez déjà ressenti ce sentiment de devoir être performant, de devoir vous justifier, de devoir faire comme les autres, allez-y, dites-le nous et utilisez le petit Q&R comme questions et réponses sur l'application Live Event que vous avez téléchargée. On se chargera de partager avec l'équipe et auprès de notre intervenante de ce soir vos témoignages et vos questions. Donc pour nous accompagner ce soir, on a la chance d'être en compagnie d'Anne Reynaud. Elle est psychiatre, elle est également fondatrice des Instituts de la parentalité, et auteure. Et elle nous accompagne ce soir pour répondre à cette question. Bonsoir Anne. Bonsoir Léa, bonsoir à tout le monde. Alors Anne, est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'est être parent aujourd'hui ? Alors, merci de l'invitation et merci d'aborder ce sujet très précieux parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'accompagner beaucoup de parents et je suis admirative de leur manière de pouvoir aborder cette période de leur vie parce que c'est pas facile d'être parent aujourd'hui, particulièrement compliqué dans une société qui n'est pas en super forme, il faut quand même se le dire, qui est pourvoyeuse d'énormément de contraintes et qui met aussi les parents que nous sommes sous les feux des projecteurs avec des attendus, de la pression, qui fait que ce job aujourd'hui, il est pas facile. Il y en a qui disent que c'est le plus vieux métier du monde, les expressions sont plurielles, mais c'est sûr que ça nous amène à nous questionner beaucoup. Alors, je vais vous inviter à réfléchir avec moi. Je vais partager quelques schémas avec vous pour que ça puisse illustrer mes propos. Normalement, c'est bon. Yes, je vous confirme, tout le monde le voit. Bon, c'est une sacrée aventure de devenir parent. Ça va vraiment totalement nous changer la vie. On a beau avoir rêvé ça, on a beau l'avoir attendu, quand on est dans la réalité du devenir parent, eh ben, ça change la vie, ça nous transforme. C'est vraiment une période initiatique. Alors, il y a des dictons, il y en a un qui dit, par exemple, avant j'avais des principes, maintenant j'ai un enfant. Ça vient vraiment nous dire que c'est une période qui va nous transformer. Moi, j'aime à dire qu'on s'élève en même temps qu'on élève nos enfants. Mais parfois, c'est quand même un cadeau mal emballé qui va nous mettre en difficulté et qui va vraiment nous imposer de nous poser beaucoup de questions, de faire aussi le deuil de la vie d'avant.
Moi, j'ai beaucoup de parents qui me disaient, non, mais je pensais que ça et ça, c'était possible parce que finalement, c'était juste aller un peu au sport. Mais aller au sport, ça devient une expédition. Ça devient un moment où il faut tout organiser, tout planifier, tout anticiper, qui fait qu'on n'arrive presque plus à profiter du sport et que parfois, on se dit, bon, autant ne pas y aller. On est autant Donc, fatigué d'avoir organisé sa séance de sport que d'y aller, en fait. c'est ça, c'est ça. Et parfois, c'est décourageant. Et on voit des parents qui, du coup, s'hyper investissent et s'oublient eux-mêmes. Donc voilà, ça commence dès la maternité, dès le changement physique. Ça ne concerne pas que la maman, le papa aussi est concerné par cette transformation-là, par procuration, et je peux vous assurer qu'il est aussi traversé par beaucoup de questions sur comment accueillir sa maisonnée. Lui, il est plus centré sur les travaux, l'organisation, et parfois il est décalé de la maman, mais bon, voilà, globalement, ça change quand même la donne. Et puis, on doit dire adieu à certaines tranquillités, à certaines envies personnelles, même si nos propres besoins sont importants. Mais globalement, on va devenir responsable d'une petite merveille, certes, mais d'une petite merveille très fragile. Et je suis aussi très touchée et très interpellée par le poids de la responsabilité que me partagent les parents d'aujourd'hui. Les parents d'hier, ça fait 20 ans que je travaille maintenant dans ce domaine-là, les parents d'hier n'avaient pas ce même sentiment de charge parce que c'était souvent des charges partagées avec une famille un tout petit peu plus présente, plus élargie, alors que là, les parents se trouvent très isolés et souvent, ils ont l'impression qu'ils n'auront pas de relais. Donc, voilà, quelque chose qui vient waouh, transformer fondamentalement la vie. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il n'y a pas tant d'instinct maternel et parental qu'on imagine. C'est pas parce qu'on nous colle le bébé dans les bras qu'on va savoir forcément quoi en faire. J'aime bien ce petit schéma qui vient dire, bon, alors c'est quoi? Comment je vais faire? Comment je vais m'y prendre? J'ai beau avoir lu des livres avant, j'ai beau, mais quand même, quand il est là dans mes bras. Et puis, il y a aussi des mamans qui n'osent pas le dire, mais qui trouvent que leur bébé n'est pas beau, qui a trop de cheveux, pas assez de cheveux, qui ressemble trop à la belle-mère, que voilà, plein de choses. C'est quand même assez mystérieux, hein. Il y a un auteur qui parlait du bébé à venir comme un intime inconnu. Il n'y a pas plus intime et il n'y a pas plus qu'inconnu. Donc, c'est pas instinctif. C'est plutôt intuitif. Et puis, c'est aussi, on apprend à se découvrir, on s'émerveille de la rencontre, on se rend disponible pour découvrir l'autre, ses besoins, ce qui va pouvoir nous faire explorer. Donc, il n'y a pas d'instinct et c'est important de ne pas se culpabiliser aussi à la maternité quand on vous colle le bébé, que vous ne le trouvez pas beau, que vous avez l'impression que vous n'êtes pas à la hauteur. C'est normal. Ça n'arrive pas là comme ça. Ok, mon bébé est né et donc je vais savoir forcément quoi faire. Ça n'arrive à personne, mais on n'ose pas toujours se le dire, ça, en fait. Oui, ça c'est vrai. Soi-disant, c'est le plus beau moment du monde, l'arrivée de l'enfant. En réalité, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Et puis, une fois qu'on est rentré à la maison, toutes les questions qu'on posait aux sages-femmes, elles restent là et on est tout seul avec. C'est ça, c'est ça. Et parfois, on se dit, mais quand même, je suis bête, je suis un boulet, je sais pas. Et puis, je vais avoir aussi honte de demander parce que ça a l'air tout naturel pour les autres. Et c'est pas si naturel pour moi. Donc, non, ce n'est pas naturel. Non, ce n'est pas instinctif. Non, c'est un chemin. Non, oui, c'est un chemin, en fait, hein. Et c'est important de ne pas se culpabiliser parce que si on se culpabilise, on bloque, en fait, les choses et on se met déjà une pression qu'on a déjà et on en rajoute une petite louche. Et alors, si on tombe sur des personnes qui nous disent, écoute, c'est juste évident, t'as qu'à faire ci, t'as qu'à faire ça, on se sent encore plus nul et on s'enfonce. Non, vous êtes le seul parent de cet enfant-là et c'est normal que vous soyez traversé par toutes ces émotions. Puis il y a aussi cette période du baby blues, hein, qui n'est pas une période pathologique, mais qui est juste le fait que notre organisme, pendant la grossesse, s'est préparé à devenir parent. Et en se préparant, il nous a connectés à nos émotions. Et puis nos émotions, elles restent encore très actives, au moins 15 jours, 3 semaines après la naissance de bébé. Donc voilà, on est bousculé par toutes ces émotions. Alors ces émotions, c'est plutôt un trésor, hein. Ça va nous aider à nous connecter à notre bébé. Mais des fois, on n'a pas trop envie d'être bousculé par toutes ces émotions. Pour autant,
Ben, autorisons-nous à le faire, autorisons-nous à dire c'est pas facile, j'imaginais pas ça comme ça. Alors, il y en a qui vont vous dire oh, bah, quand même, on te l'avait dit, puis il y en a d'autres qui vont pouvoir accueillir votre parole. Mais en tout cas, il est normal de penser ça. Ne vous culpabilisez pas de penser ça. C'est important ce que vous venez de dire aussi sur l'entourage. Je pense que c'est important de s'entourer de gens qui ne sont pas dans le jugement, qui sont bienveillants, surtout dans ces périodes d'arrivée de l'enfant, où on est chamboulé physiquement, psychologiquement et puis matériellement, hein, parce qu'on a un petit être dans les mains dont il faut s'occuper. Là aussi, je plus sois. Entourez-vous de gens qui n'ont pas d'idées préconçues sur la parentalité, mais plutôt envie de vous aider et juste voilà, de vous aider à prendre les bonnes décisions. Non, il ne faut pas se taire, Léa, c'est parfait. J'aime beaucoup ces échanges. Oui, la place de l'entourage et du papa en particulier, mais pas que, hein, des autres membres de la famille, sont importantes pour cette maman qui se retrouve totalement chamboulée, bousculée par ses émotions, et puis par ce petit être qui est totalement dépendant d'elle, de sa disponibilité, de sa capacité à comprendre ses besoins. Donc, c'est pas simple. C'est pas simple, alors on cherche des réponses. On cherche des réponses et puis on aurait vraiment envie qu'il y ait une notice, qu'il y ait un manuel qui vienne nous dire ah ben c'est quoi? C'est quoi d'être parent? Et puis je vais me préparer, et puis je vais savoir tout faire. Et puis finalement, quand il est là, eh ben, je réalise que la notice, elle marche pas en fait avec, ou alors elle marche pas avec mon bébé, et donc bah, on n'est pas normaux. Ou alors je sais pas lire et je sais pas comprendre, et donc je me reculpabilise et je me remets la pression. Pourtant, il n'existe pas de notice pour être parent. Si on se rend compte que la notice 1 ne marche pas, on teste la notice 2, ça ne marche pas, on continue. Et pourquoi est-ce qu'on continue? Et pourquoi est-ce qu'on est tant persuadé que quelque part, il y a une clé qui va nous aider à être de bons parents? Alors, il y a des clés, ça, c'est possible, mais il n'y a pas de notice. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une feuille de route toute faite qui vient nous dire quand il fait ça, il faut faire ça. Il y a des clés et c'est justement l'objet, c'est un super teaser pour la suite, c'est l'objet de ma présentation. En fait, les parents d'aujourd'hui sont quand même extrêmement soucieux d'être très en lien avec les besoins de l'enfant. Donc, ils ont aussi accès à beaucoup d'informations, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, ils se sont beaucoup informés. Parfois, comme dit mon fils, trop d'infos tue l'info. Et donc, ils sont perdus et ils se retrouvent au milieu d'une jungle d'informations qui ne sont pas toujours cohérentes et qui parfois peuvent être contradictoires. Donc, du coup, bah, ils continuent à chercher. Et puis, les parents d'aujourd'hui, ils n'ont pas forcément beaucoup confiance en eux. Et ils ont l'impression qu'eux n'auront pas la réponse alors que les autres auront la réponse. Et vraiment, mon conseil, c'est faites-vous confiance. Vous avez des capacités d'être parent, vous avez des compétences. Ces compétences, elles vont arriver avec la rencontre. Et vous voyez ce petit schéma avec cette maman qui lit son livre et du coup qui ne regarde plus son bébé. Eh ben, regardez plutôt vos enfants, regardez vos bébés. C'est vous qui avez la réponse, votre bébé a la réponse, votre enfant a la réponse et vous allez la construire ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien lire, ça ne veut pas dire qu'il faut rien écouter, mais il faut garder ça comme des ressources qu'on va utiliser à un moment donné, quand on se retrouvera face à une question. Mais on a trop l'impression que les connaissances, elles sont à l'extérieur de nous et qu'on n'en a pas à l'intérieur, alors qu'on en a plein, qu'on est un trésor et que nos bébés, ils vont nous aider aussi à mettre finalement ce trésor en mouvement. Donc voilà pourquoi on va les chercher. Et puis aussi parce que globalement, on a parlé du titre, hein, du parent parfait et imparfait. Aujourd'hui, j'estime que les parents sont soumis à ce que j'appelle le culte de la performance. On doit être performant partout. On doit être performant au boulot. Il est attendu de nous des objectifs qui sont recalés chaque semaine, chaque mois, l'entretien annuel, etc. On a des objectifs et il faut y répondre. On a aussi des objectifs affectifs. Parce qu'on sait aujourd'hui que les couples sont plus fragiles et que si on n'est pas à la hauteur des besoins de notre amoureux ou amoureuse, ben on risque de le perdre. Et puis, il y a pléthore de propositions dans notre environnement. Donc, on est soumis à une performance. On est soumis à une performance aussi économique aujourd'hui. Et en plus, avec la crise, eh ben, il faut quand même ramener assez d'argent pour faire vivre la maison. Donc, on doit être performant. Ben, il n'y a pas de raison que la parentalité soit extraite de ce culte de la performance, avec le parent parfait. Mais qui dit parent parfait dit enfant parfait.
Et donc, dès que l'enfant fait une crise, là, il va y avoir Noël. Donc, nous, on a des consultations en amont en disant, faites en sorte que Noël se passe bien parce que mamie, elle va dire que je l'ai pas bien élevé, qu'il est trop, que je suis trop permissive, que je l'écoute trop, que j'ai pas assez d'autorité. Et c'est du coup extrêmement lourd et pour l'enfant et pour le parent de subir cette charge en fait mentale qu'on se met tous les uns les autres en fait. Et on se rend bien compte qu'on est broyé sous cela. Et ben, le culte du parent parfait, c'est aussi ça, c'est le culte de la perfection. Or, nous ne sommes pas des super-héros. Et ce culte de la perfection, Anne, je trouve aussi, hein, mais vous allez me dire si je me trompe, mais que les réseaux sociaux, beaucoup le véhiculent. Alors c'est intrinsèque au réseau social, on a envie de se montrer sous son meilleur jour. Et donc quand on parle de parentalité sur un réseau social, alors on a envie de montrer une famille parfaite, on a envie de montrer des enfants qui sourient, on a envie de montrer une maman qui sort de la maternité et qui court un 100 mètres alors qu'elle vient d'avoir une césarienne. Enfin voilà, des choses qui paraissent, enfin qui sont exceptionnelles ou qui sont en fait pas spécialement réalistes ou difficilement reproductibles, en tout cas dans la vie quotidienne. Et je me faisais la réflexion que même les comptes Instagram, les comptes d'Instagrammeuses qui se disent maman pas parfaite ou maman imparfaite, les images qui sont véhiculées sur ces comptes, là aussi, sont des images d'enfants parfaits, sages, souriants, de mères épanouies, etc. Donc c'est encore plus comment dire, accentué avec les réseaux sociaux. En tout cas, c'est mon sentiment. Oui, tout à fait. C'est le fait aussi que, en fait, les réseaux sont aussi le témoin de notre société. C'est un espèce de jeu de miroir. Donc, effectivement, cette perfection, il faut la montrer. Et si on la montre, eh ben, elle est encore plus valorisée. Mais c'est pour ça que c'est une culture qui est extrêmement destructrice, au fond, et de laquelle il faut pouvoir s'extraire. On voit aussi du matériel de puériculture qui émerge et qui est abominablement à l'encontre des besoins des enfants, comme ces nacelles électriques qui viennent bercer l'enfant. J'ai vu qu'il a été sorti une espèce de coussin où on sangle l'enfant et le coussin se balance pour que pendant ce temps-là, on puisse faire ses abdos et retrouver le ventre plat. Stop, stop. Nos enfants, ils ont besoin d'un papa, d'une maman, de figures d'attachement qui soient présents, disponibles psychiquement. Et ils n'ont pas besoin de super-héros et c'est pas des super-héros qu'ils attendent. Ils attendent des parents qui soient sensibles à leurs besoins et disponibles pour eux. En fait, c'est pas eux qui nous mettent la pression, c'est nous qui nous la mettons tout seuls. Et c'est donc nous qui pouvons aussi arrêter de nous la mettre, en fait, cette pression-là. C'est rassurant. Vraiment. Dans un sens, Oui. ça veut dire qu'on est en maîtrise de la situation. Oui, on a notre pouvoir d'agir, comme on dit aujourd'hui aussi. On peut se dire, non, stop, j'ai juste envie de passer du temps avec mon enfant. Alors, ça commence à émerger, mais on passe de l'autre côté aussi, du balancier. On est souvent dans une bascule comme ça. Mais en tout cas, le culte de l'image et de l'image parfaite reste encore quand même très, très présente et elle est à déconstruire. Mais autorisez-vous à vous faire confiance, autorisez-vous à rencontrer votre bébé parce que Justement, la parentalité, c'est l'histoire d'une rencontre. Alors, il y a la rencontre amoureuse que là j'ai mise, qui va faire émerger un désir d'enfant et un bébé. Et puis, être parent, c'est de rencontrer son enfant. C'est une rencontre singulière, c'est une histoire qui se construit. Vous avez peut-être plusieurs enfants, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas le même parent avec le premier, avec le deuxième, que lui-même n'a pas le même tempérament que son cadet ou que son aîné. Donc, c'est à chaque fois, je me prépare à la surprise de la rencontre, avec tout ce qu'elle va m'apporter, de positif, de plus perturbateur. Et c'est de la magie de cette rencontre, avec beaucoup d'humilité, que va se construire la relation avec l'enfant et que va se construire votre fonction parentale. Donc, elle peut être nourrie par des informations, mais elle vous appartient totalement. Et c'est aussi à vous de la défendre et de la protéger. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on a des parents qui sont tellement, tellement en insécurité qu'ils pensent que l'extérieur va donner des réponses et du coup, ils deviennent aussi très fragiles par rapport à des retours extérieurs. Ils le vivent très mal et non, vous pouvez assumer de dire, c'est moi le parent de cet enfant, alors je comprends que tu ne comprennes pas, mais moi, c'est important ce qui se passe avec lui et je me sens heureuse ou heureux avec lui et ça se passe bien à l'école, il découvre des choses à la crèche, il marche, etc. Renvoyez les choses positives. Vous êtes les parents de l'enfant
Vous pouvez vous faire aider, mais c'est vous qui restez dans cette figure d'attachement principale. Vraiment. Et sur cette question de la rencontre aussi, ce qui est intéressant, c'est de se dire, se laisser le temps de la rencontre, parce que ça a été mon cas, je raconte ma vie, 5 minutes, mais pour ma première fille, ça n'a pas été évident tout de suite, et il s'est bien passé 6 mois, 1 an, avant que j'ai un vrai sentiment d'amour, comme je l'avais imaginé en fait, avec ma fille. Et pendant tout ce temps, j'ai culpabilisé, j'ai regardé des trucs, j'ai été influencée par l'extérieur. Donc ça a été un moment justement de fragilité. Et finalement, se dire, accepter qu'on rencontre effectivement cet enfant, mais que ce ne soit pas tout de suite l'amour fou, c'est aussi se laisser le temps, enfin voilà, c'est se laisser le temps de la rencontre et ne pas se fragiliser, comme vous le disiez, sur cette période où le lien n'est pas aussi fort que ce qu'on avait pu projeter. Oui, et puis idéaliser aussi, hein, parce que pour faire connaissance, même si on était très intime, pour faire connaissance, il faut aussi du temps, des expériences relationnelles, des répétitions, voilà, des choses qui se construisent petit à petit, mais c'est pas instantané, hein, c'est quelque chose de progressif. Mais à l'image de ce que vous dites, Léa, aujourd'hui, je travaille beaucoup avec les sages-femmes qui sont un peu interpellées de voir des mamans qui ne prennent plus le temps de la rencontre et qui passent d'abord par la photo qu'on envoie sur les réseaux. Ah oui. À la maternité, elles disent, mais vous avez le temps, votre bébé vous appartient, prenez ce temps-là. Donc on voit comment ça va très vite et qu'on va très vite mettre le bébé. C'est un temps précieux. Moi, parfois, je demande aussi aux mamans de dire qu'on n'a pas forcément envie de visite sur les 3 jours. Alors avec le Covid, ça s'est arrêté, mais c'est un peu revenu. Mais oui, il faut prendre le temps, oui, il faut se rendre disponible. Et non, c'est pas grave si ça arrive à 6 mois, 1 an. Le principal, c'est que ça arrive et que vous vous autorisiez à le vivre. Mais pour ça, il faut souvent se poser et il faut se rendre disponible à notre bébé ou à notre enfant, en fait. Donc, vraiment, c'est important, cette magie de la rencontre. Alors, c'est pas facile d'être parent, et je le disais en introduction, parce que aujourd'hui, on a aussi une autre représentation de l'enfant. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, en fait, l'enfant, il était plutôt vécu comme une petite larve, hein. Mon dessinateur, mon illustrateur a fait ça, une petite larve totalement immature, insensible. Il avait pas mal, il avait juste faim. Il percevait pas la douleur. Il n'y avait pas d'anesthésie pédiatrique avant 1989, hein, donc c'était très très récent. On sédatait un peu l'enfant, mais il n'y avait pas réellement d'anesthésie. Donc vous voyez, alors Dolto a fait un magnifique travail pour dire qu'un bébé est une personne, qu'il a des éprouvés, des ressentis. Et aujourd'hui, on est passé à l'extrême inverse, c'est-à-dire que on considère nos enfants comme des mini-adultes. Donc, ils vont pouvoir choisir ce qu'ils vont manger, comment ils vont s'habiller, leur choix de vie, Enfin, on leur demande énormément de choses et on leur en demande beaucoup trop par rapport à leur capacité de faire des choix et à leur maturation cérébrale. Pas à leur maturité, parce qu'ils vont pas naître matures. Nos bébés humains, on dit qu'il y a une néothénie, c'est un gros mot juste pour dire que même à 9 mois, un bébé naît prématurément parce que il est totalement dépendant de nous. Il n'a aucune autonomie. Et il va, sur ces 1000 premiers jours dont vous avez peut-être entendu parler, il va passer de cette petite graine insignifiante à ce petit bonhomme ou cette petite bonne femme qui parle, qui marche, qui est déjà socialisé. C'est énorme en 1000 jours de faire tout ce job. Mais du coup, souvent, on considère aussi que c'est un mini-adulte. Et puis, comme le cerveau de nos enfants d'aujourd'hui va très très vite, des fois, il nous perturbe en fait. Et on se retrouve un petit peu dubitatif devant eux en se disant comment je fais pour le comprendre en fait, hein. Et puis, le cerveau des enfants d'aujourd'hui va aussi plus vite que le cerveau des enfants d'hier. Donc, il nous montre parfois de la vivacité et quand ils commencent à parler et qu'ils s'intéressent très vite aux dinosaures, aux étoiles, à la mort, alors qu'ils ont 3 ans, on se dit, OK, il peut être raisonnable et il peut comprendre notre vie. Eh non, 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 c'est pas des mini-adultes. Ils ont une maturation cérébrale qui est progressive, sur laquelle on ne peut pas mettre un accélérateur. Ils mettent du temps. Et du coup, vous voyez cette illustration, c'est qu'on se retrouve un peu démunis avec des petits bouts de chou là, qui peuvent nous dire, tu me dis de pas crier, mais toi tu cries. OK.
Les générations d'avant, on ne faisait pas ça, hein. Les générations d'avant, c'est pour ça que vraiment la fonction de la parentalité a changé. Avant, c'était très descendant. Moi, je suis l'adulte, j'ai raison, toi, t'es l'enfant, tu te tais. Et on se taisait. C'est pas depuis si longtemps que ça évolue. Et les enfants d'aujourd'hui, ils sont plus câblés pareil. C'est épigénétique, ça veut dire que c'est en lien, on va le voir juste après, c'est en lien aussi avec tout ce qu'ils vivent dans leur environnement. Ils ont des cerveaux qui vont plus vite. Et donc, ils captent beaucoup de choses. Et eux, ils sont plus du tout dans cette lecture très moralisatrice. Ils sont plutôt dans une lecture très équitable, de coopération. Ben, moi, j'ai des choses à t'apporter. J'ai que 3 ans, mais je vais te raconter la vie quand même. Et des parents qui ont d'un côté envie que l'enfant il soit autonome, il soit libre de ses pensées, mais en même temps, ça serait quand même pas mal qu'il obéisse. C'est ça. Donc, ça crée une ambivalence qui n'est pas simple pour beaucoup de parents qui disent ben non, non, mais j'aspire à ce qu'il soit libre, que ça soit ses décisions, qu'il soit très autonome dans son pouvoir d'agir, etc., dans son développement personnel. Mais en même temps, ben, quand il refuse d'aller se coucher et de se laver les dents, eh ben, j'ai besoin de vous, docteur, parce que je voudrais qu'il obéisse. Ouais. Face Et à nos propres injonctions paradoxales. totalement qu'on construit. Mais voilà, je suis touchée par des parents d'aujourd'hui qui n'ont plus du tout envie des modèles d'avant parce qu'ils se sont sentis aussi peu écoutés, peu accueillis dans leur sensibilité, avec des modèles qui ne sont pas encore construits aujourd'hui. Et donc, ben, on tâtonne en fait. Et c'est OK de tâtonner. Mais il faut quand même être soucieux des besoins de l'enfant. Mais c'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est pas facile d'être parent et qu'en plus, ben voilà, il y a des courants entre les parentalités positives, bienveillantes, créatives, etc. Beaucoup de propositions et nous, on voit beaucoup de parents qui tentent de mettre tout ça en œuvre et qui arrivent, surtout quand l'enfant il rentre dans une construction où il a besoin de construire son identité, il est un peu plus opposant. On se rend compte que ça marche pas toujours. Alors, je pense qu'il y a une voie du milieu qui est en train de se construire, mais ça met les parents dans des situations, voilà, un peu dubitatives et un peu perplexes. Et puis en plus, ils ont honte de demander de l'aide, et puis ils se sentent coupables de ne pas être à la hauteur, et puis en plus, ils sont attendus au boulot. Enfin, waouh, cool. Il y a des bébés, des super bébés qui attendent qu'on prenne soin d'eux. Alors les bébés, ils se construisent autour de 3 piliers, les enfants en tout cas, 3 piliers. Ils se construisent avec un bagage génétique qui fait voilà, qu'on n'est pas une feuille blanche non plus, mais qui est porteuse de notre tempérament, de notre histoire transgénérationnelle, de tout ce qui a fait l'histoire de nos générations précédentes. Pendant longtemps, on a pensé que cette dimension génétique, elle était déterministe, c'est-à-dire que ben voilà, il y a des gènes, on va forcément les exprimer, et puis ben, ce sera comme ça. Il n'y a pas si longtemps, on s'est rendu compte que la génétique n'était pas suffisante et qu'il y a un deuxième pulse que vous voyez où j'ai écrit environnement et qu'en fonction de l'environnement, l'enfant il va se construire d'une certaine manière ou d'une autre manière. Alors, il y a beaucoup de parents qui disent ouais, mais c'est hyper lourd, c'est hyper responsabilisant. Alors, oui, nous sommes responsables en tant que figure d'attachement. Nous ne sommes pas coupables. Nous sommes responsables et pour être responsable, il faut être aussi informé des besoins de l'enfant. Mais c'est aussi juste génial de se dire que même s'il y a des choses génétiques, on peut aussi faire des choses pour que ça n'arrive pas forcément. Donc, c'est un levier d'intervention particulièrement positif, d'où voilà, toutes les propositions de soutien à la parentalité qui sont proposées pour venir aider les parents à être parents et à mieux comprendre leurs enjeux. Et puis, vous voyez un troisième pilier qui est l'expérience. En fait, comment l'enfant vit ses expériences du quotidien est très importante aussi pour lui. C'est sur ces 3 piliers que l'enfant va grandir, se développer et découvrir le monde. Alors, du coup, plein d'événements ou d'éléments font son quotidien, hein, là où il vit, les gens qui l'accueillent, ses activités, tous les systèmes dans lesquels sa famille, son quartier, son école, sa crèche, etc. Pour ça que moi je parle de chaîne de responsabilité. Le parent n'est pas seul à porter cette responsabilité. Il peut s'appuyer sur une communauté et il est important qu'il puisse savoir que la communauté, elle est là aussi pour lui et pour l'aider à prendre soin de son bébé puisque c'est quand même le bébé qui est au centre des préoccupations.
Ça fait du bien à entendre aussi, Anne, c'est vrai, hein, parce que, comme vous disiez, on se met beaucoup la pression et on a le sentiment qu'on est les seuls à pouvoir, les seuls responsables et donc les seuls coupables. Et du coup, on se sent tout de suite très coupable. Et en réalité, il y a plein de gens qui gravitent autour de nos enfants, les assistants maternels ou les puéricultrices, pardon, en crèche quand on a des bébés, mais aussi le périsco quand ils sont à l'école, les maîtresses, le prof de sport, la mamie, le papy. Tous ces gens-là, en fait, ils font l'environnement, comme vous disiez, de l'enfant. Et ça me fait juste penser aussi à la nécessité de se parler entre toutes ces différents ces acteurs du système de l'enfant. Oui, tout à fait. Pour que les infos circulent et que le besoin de l'enfant il soit partagé avec tous ces gens. Ouais, c'est vraiment un point majeur d'aujourd'hui et je pense que c'est notre défi d'avenir. Je pense que la crise sanitaire, elle nous a montré ça aussi. Je pense que les dispositifs aujourd'hui d'accompagnement sont assez nombreux, mais ils ont besoin surtout de s'articuler pour être synergiques et pour prendre soin. Et vous l'avez très bien dit, Léa, ça vient dire aussi que le parent n'est pas le seul responsable. On a tous, là où on est, hein, on peut aussi, moi je travaille avec les politiques, le maire de la commune, il a aussi une responsabilité dans ce qu'il organise, de la vie de sa communauté, etc. Donc oui, on a une responsabilité partagée avec des niveaux de responsabilité différents. Mais on doit tous être soucieux de la santé et du bien-être de nos enfants. Et les parents ont besoin de nous et peuvent s'appuyer aussi sur tous ces gens-là. C'est vraiment cette notion d'épigénétique qui est importante et d'environnement. Et puis avant de vous donner la clé de ce que je peux vous partager par rapport à être parent aujourd'hui, juste faire un tout petit focus extrêmement vulgarisé, raccourci, résumé du cerveau de l'enfant parce que quand même, on en demande beaucoup à nos enfants. On leur demande d'être raisonnables. Or, ils ne peuvent pas être raisonnables. Ils ne peuvent pas être raisonnables. Et quand ils nous disent non, ils font pas forcément exprès. Et quand ils font des colères, c'est pas des caprices. Tout ça, la compréhension du cerveau de l'enfant vient nous le dire. Si je suis très, très, très schématique, en fait, il y a trois couches ou trois espaces du cerveau de l'enfant. Un premier espace qui est le cerveau limbique, hein. Vous voyez, il y a un petit reptile qui est un cerveau qui va nous aider à réguler la peur, qui va être un cerveau qui va nous permettre de survivre. Et donc, ce cerveau, lui, il est actif et il est fonctionnel et il est mature dès la naissance parce qu'on a besoin, on a besoin de mettre tout en place pour pas se mettre en danger. Or, le sentiment de danger du tout petit et du bébé, c'est de perdre la proximité avec sa figure d'attachement. L'enfant, il a besoin de contact, il a besoin de portage et il ne va pas devenir capricieux parce que vous le portez. Il a besoin de votre proximité. Donc, sa première peur, c'est ça, et son cerveau, là, vient lui dire, cherche la proximité avec cette personne et les personnes qui prennent soin de toi. Ensuite, on a un deuxième cerveau qui est le cerveau des émotions, hein. Vous voyez des petits personnages et des petits faciès avec toutes les émotions. Ça, c'est le cerveau limbique. Ce cerveau limbique, en fait, c'est le cerveau qui va être prioritaire sur les 5 à 6 premières années de la vie. L'enfant, il va surtout être en lien avec ses émotions. Sauf que ces émotions, il ne les a pas identifiées, il peut pas les réguler, en fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup plus de jeux autour de la reconnaissance des émotions chez l'enfant et c'est très bénéfique de leur faire ça parce qu'ils peuvent partager leurs émotions. Mais la difficulté, c'est que souvent, on estime que quand il peut les identifier et les partager, il peut les réguler. Eh bien non, que nenni, ce n'est pas possible. Et ça n'est possible que quand le troisième cerveau, vous voyez mon petit moine bouddhiste zen, est en capacité de réguler les deux autres cerveaux. Et ça, c'est pas avant 6-7 ans. Donc, sois raisonnable à 3 ans, on a fait du manège et là, maman doit partir à la réunion. Eh ben non, il va quand même pleurer parce que vous partez et c'est pas grave. Vous avez un impératif, vous le faites. Vous avez passé du temps de qualité avec votre enfant. Mais on attend de nos enfants. Ou alors, j'ai des parents qui me disent, je lui ai raconté plein de fois, je lui ai dit plein de fois, il devrait comprendre. Eh ben non, il ne peut pas comprendre et il ne fait pas un caprice avant 5 ans. Avant 5 ans, il a surtout besoin de retrouver la proximité avec la personne qui prend soin de lui.
C'est vraiment important et ça introduit du coup mes propos qui vont conclure un tout petit peu, ou en tout cas donner des perspectives par rapport à ce temps de questions, j'espère fructueux. En fait, Léa, vous aviez parlé de clés. Oui, il y a des clés pour comprendre l'enfant et les clés de la compréhension de l'enfant qui viennent nous expliquer en fait c'est quoi d'être parent. Être parent, c'est répondre aux besoins de nos enfants. Voilà, peut-être que ça pourrait être une manière de redéfinir le devenir parent. Donc, c'est répondre aux besoins de nos enfants. Mais c'est quoi les besoins de nos enfants? En fait, les besoins fondamentaux de l'enfant, on les connaît de plus en plus. Et les connaissances actualisées en termes de développement nous disent que l'enfant, il a besoin de se sentir en sécurité. Il a besoin de sentir que s'il se sent menacé, s'il se sent en danger, il peut compter sur quelqu'un qui va prendre soin de lui, qui va le réconforter et qui va lui permettre de retrouver cet équilibre émotionnel à l'intérieur de lui. Cette clé, elle est pas juste liée à l'enfant. On a tous ce besoin à l'intérieur de nous. Et regardez comment la crise sanitaire nous a tous insécurisés et à quel point ça nous a mis en difficulté. Eh bien, nos petits bouts de chou aussi, ils ont besoin, mais de manière très, très intense de cette sécurité. Et ils vont compter sur nous pour pouvoir le faire. Alors, comment moi j'explique tout ça aux parents? J'utilise l'image du porte-avions et de l'avion. J'explique aux parents que, en fait, vous êtes le porte-avions et que le petit avion, c'est l'enfant. L'idée, c'est pas que l'avion il reste posé sur le pont du porte-avions. L'idée, c'est que l'avion il puisse décoller. Vous voyez qu'il va décoller. Vous voyez qu'il va arriver dans l'exploration parce que comme il décolle, il peut aller explorer d'autres contrées. Et l'exploration de l'enfant, c'est l'exploration du langage, l'exploration du sommeil, l'exploration de l'autonomie, l'exploration de la marche, l'exploration de ses émotions. Il va faire ses petites récoltes et puis s'il se sent en danger, s'il se sent menacé, il refile vers le porte-avions, il se pose sur le pont du porte-avions, il fait le plein de sécurité et il peut partir redécouvrir le monde. Alors ils ont besoin... Ah, c'est super simple. C'est super simple, mais c'est comme ça que ça se passe, malgré tout. Alors, ça nous permet, nous, de comprendre comment l'enfant va construire des liens d'attachement. En fait, il va construire des liens d'attachement. C'est l'enfant qui construit des liens d'attachement avec son porte-avions. À partir du moment où son porte-avions est disponible, qu'il est sensible à ses besoins et qu'il a une présence suffisamment régulière. Alors là, je vous sens trembler en disant, mon Dieu, est-ce qu'à chaque fois que mon petit avion est venu se poser, est-ce que mon porte-avions, mon pont était disponible et libre et est-ce que j'ai pu l'accueillir? Et c'est là où, cool, tranquille, non, vous n'êtes pas un super-héros, on l'a déjà dit. Votre porte-avions n'a pas besoin de votre disponibilité permanente et constante. Et pour développer un attachement qu'on va dire sécure, il a besoin que vous soyez disponible la moitié du temps. Ok, donc déjà... La moitié du temps où il nous sollicite. La moitié des fois où il nous sollicite, okay. Tout à fait. Et l'autre moitié, c'est d'être en capacité de restaurer en disant tiens, tout à l'heure, c'était difficile pour toi, mais maman, elle n'était pas disponible, ou il y a 2 jours, ou il y a 8 jours, et on peut en reparler. L'enfant ne va pas forcément se saisir de ce moment-là, mais ce n'est pas grave, il sait que vous pouvez être toujours disponible pour lui quand il a besoin d'aide. Hein, c'est vraiment important. Et puis, quand on n'est pas très disponible, nos petits avions, ils vont nous le montrer en fait. Ils vont nous montrer des signaux en nous disant « Hé, porte-avions, j'ai besoin de toi ». Alors, il y a les petits avions qui vont penser que finalement, on n'est pas très disponible et qui vont pas beaucoup venir se poser sur le pont du porte-avions. C'est des enfants qui sont trop sages, c'est des enfants qui vont pas développer le langage, c'est des enfants qui vont pas jouer avec leurs autres copains. Et ça veut dire, alors, en tant que parent, on n'est pas le seul porte-avions. Hein. Il y a les porte-avions principaux et les porte-avions secondaires. Porte-avions secondaires, c'est la nounou, c'est la grand-mère, c'est la maîtresse, c'est la tsem. Voilà. L'enfant, il a besoin d'un porte-avions là où il va. Donc, il y a les porte-avions principaux et les porte-avions secondaires. Ils ne sont pas du tout en compétition. L'enfant, il n'en aime pas plus un que l'autre. Il a juste besoin de savoir qu'il peut compter sur quelqu'un quand lui, il se sent en danger. Et donc, il y a des petits avions, ils disent « Ah, mes avions, mes porte-avions, ils ne sont pas très disponibles, ils sont très occupés, ils ont du télétravail, ils ont plein de soucis. Je ne vais pas trop me poser sur le pont du porte-avions. » Et puis, on voit des enfants très sages, trop sages, mais qui du coup explorent pas, restent dans leur monde, s'isolent en fait.
Ben, c'est des petits avions qui ont vraiment besoin que leur porte-avions, ils viennent vers eux, ils prennent soin d'eux, ils les réconfortent, ils passent du temps avec eux. Et puis, il y a d'autres petits avions, quand ils sentent que le porte-avions n'est pas disponible, eh ben, ils vont venir sans arrêt tenter de se poser sur le pont du porte-avions. Alors, ils testent pas, hein, c'est pas fait exprès. Ils ont juste besoin de nous, besoin de trouver notre proximité. Et alors, ces petits avions, eh ben, ils vont beaucoup pleurer, ils vont beaucoup solliciter, ils vont beaucoup désobéir, ils vont beaucoup réveiller la nuit, ils vont chercher le porte-avions la nuit, ils vont refuser de manger, ils vont être agressifs, ils peuvent mordre, ils peuvent taper. Ils viennent nous dire, hé, porte-avions, j'ai besoin que tu te poses, j'ai besoin que tu sois disponible pour moi. Et quand on fait ça, ben, nos petits avions, ils vont mieux et ils arrivent vraiment à se poser. Donc des fois, on dit: «Ouais, ben, il est pas cool le petit avion là, il nous met le bazar tous les matins pour partir à l'école et du coup, on est en retard à l'école ou à la crèche». Ben, il profite aussi du moment où il y a les porte-avions qui sont là parce que finalement, on a tellement de contraintes en tant que parents qu'on n'est pas toujours disponible et qu'on se fait vraiment manger par nos contraintes et que nos petits avions, ils nous disent: «Eh, tu sais que tu as le droit de te poser aussi et que si tu te poses, je pourrais me poser sur toi et ce sera beaucoup mieux». Donc, il est important, j'aime bien utiliser cette image de l'iceberg pour se dire qu'il y a tout ce qu'on voit au-dessus de l'iceberg, hein, la colère, l'agitation, l'opposition, les troubles du sommeil, le refus d'alimentation. Et puis en bas, la partie immergée qu'on ne voit pas toujours et qu'on ne sait pas lire, vient nous dire que ben, nos bébés, nos enfants, ils ont besoin de passer du temps avec nous, ils ont besoin de notre disponibilité, ils ont besoin qu'on pose nos écrans, ils ont besoin que on fasse des choses avec eux et qu'on ait envie de faire des choses. Et auquel cas, ben, on arrive à vivre des bons moments et ça les sécurise. Et quand ils sont sécurisés, ils peuvent explorer. Et c'est parti pour de belles aventures de la parentalité. On a des petites réactions du coup là, des personnes qui regardent. On parlait de l'agitation. Je ne sais pas si c'est un synonyme. Pardon du coup, hein, madame, si c'est pas comme ça que vous le décririez. Mais elle nous a écrit en disant: je suis maman d'une petite de 4 ans. Elle est hyper active. Je suis souvent débordée et je ne sais plus trop quoi faire. Je suis tout le temps fatiguée. Oui, ce petit avion, oui, c'est probablement ça. C'est-à-dire que alors il y a des petits avions qui ont besoin aussi, qui ont des réservoirs de sécurité plus grands et qui ont encore plus besoin de se poser sur le pont du porte-avions. Et c'est sûr que, en fait, ces petits avions, au bout d'un moment, ils sont très épuisants, parce qu'on a l'impression que, ben, c'est un puits sans fond, quoi. On a beau essayer de leur donner tout ce qu'on peut, ça les sécurise pas. Il est probable qu'elle ait besoin d'encore plus d'informations et que le porte-avions, il soit plus informatif sur la disponibilité. Parce que quand on pose la question aux parents, il y a des parents qui me disent: «Bah oui, je suis à la maison toute la journée, je suis là tout le temps». Alors on peut être là physiquement, mais pas là psychiquement. Or, nos petits avions, c'est de ça dont ils ont besoin. Est-ce que je me pose? Est-ce que je peux passer des temps de jeu avec mon enfant où je suis pas sollicitée ni par le téléphone, ni par, qui que ce soit et je suis totalement présent à mon enfant et auquel cas vous allez voir que en fait ça les apaise. Et puis ensuite, ben, il y a aussi l'environnement. Parfois, il peut y avoir du conflit, il peut y avoir des tensions qui viennent aussi insécuriser le petit avion qui a encore plus besoin de se poser sur le pont du porte-avions parce que finalement son plein de sécurité, il se vide très vite. C'est l'inflation, c'est comme pour nous et donc il a vraiment besoin de plus de proximité. Mais on a des vies très contraintes, hein, entre, le travail, les contraintes, de la maison, et de toute nature. Finalement, quand on se dit moi je préconise souvent aux parents que j'accompagne de passer des temps précieux avec l'enfant, hein, donc 1/4 d'heure, 3 fois par semaine. Il y a des parents qui me disent: «Eh ben, ça me fait peur parce que je viens de réaliser que j'ai pas eu le temps. Je suis mangée, je suis dévorée par les contraintes de la vie». Et moi, je trouve c'est pour ça que je parlais de cadeaux mal emballés. Je pense que nos enfants, ils nous imposent de dire: «Stop, pousse» et ils nous aident aussi à nous arrêter. Parfois, c'est pas le moment où on voudrait s'arrêter. Pourtant, ils nous imposent de le faire et on en a besoin. On l'a vu pendant la crise sanitaire, il y a plein de parents qui disent: «Oh, mais c'était génial, il y avait plus de contraintes, on prenait plus la voiture» et voilà et ben, faisons ça sans attendre la covid, en fait. Du coup, vous parliez aussi qu'il n'y avait pas qu'un seul porte-avions. Peut-être que la solution aussi pour cette maman, si elle est très fatiguée, c'est de peut-être se reposer sur un autre porte-avions qui peut être un grand-parent, qui peut être le papa, qui peut être une assistante maternelle, une nounou, sur laquelle elle pourrait compter le temps de se remettre et de se rendre à nouveau disponible aussi.
Oui, mais il y a effectivement beaucoup de parents, quand on leur explique les porte-avions, qui nous regardent en disant: «Mais moi, j'ai pas de porte-avions et je suis toute seule ou je suis très isolée». Pour autant, il existe des porte-avions, hein, ou personnels ou professionnels. Il y a aujourd'hui, des personnes qui sont là et qui peuvent être, ressources pour vous. Mais j'en parlais, souvent les parents, ils ont un sentiment de honte et de culpabilité qui fait qu'ils n'osent pas. Pourtant, il y a besoin du porte-avions, du porte-avions. Et des fois, il y a le porte-avions, du porte-avions, du porte-avions. Tout ça pour prendre soin de petits avions. Et il faut un sacré paquet de porte-avions du coup, hein. Là, le budget de la défense, c'est important. Ouais, mais en même temps, alors c'est intéressant ce que vous dites Léa, il faut pas non plus une flottille de porte-avions parce que du coup, on ne sait plus sur lequel on va se poser. Ok. En tout cas, il faut que les signaux du porte-avions soient très clairs. On le voit à l'école, des enfants qui sont très agités au cours de récré ou à la cantine, parce que là, ils savent plus sur qui ils peuvent compter. Ça les rend très agressifs. Donc voilà, c'est une compréhension, qui nous permet quand même d'être, voilà, plus en adéquation avec les besoins de l'enfant et là, on n'a plus besoin de se dire: «Je suis un bon parent, je suis un parent parfait, je réponds à ses besoins, il a besoin de se poser, il fait son plein et je l'aide à explorer et à mobiliser toutes ses ressources pour s'épanouir», en fait. Alors, on parlait aussi du besoin des parents de pouvoir souffler. Il y a un papa qui nous écrit, il nous dit il est père pardon, de 3 enfants, 5, 7 et 10 ans. Donc là, normalement, les porte-avions sont repérés, on n'est plus dans cette construction-là. Mais en tout cas, il dit que voilà, il a plus de temps, il n'a pas de temps avec la maman et qu'a priori, ils ont besoin parce qu'ils demandent comment faire, quoi. Alors j'ai pas compris toute la question, Léa. En fait, du coup, il demande comment faire pour retrouver du temps pour lui, Ah pour oui. eux. Et pour eux, en fait, pour eux, le couple. Ah ouais, ça c'est une question majeure, c'est que souvent la parentalité a fait passer très, très loin et très loin derrière la conjugalité et pourtant c'est du couple qu'est né, cet enfant-là. Il est important de s'organiser très régulièrement dès la naissance de l'enfant. Alors on a du mal à le faire tout de suite, mais globalement de se faire des petits temps précieux aussi en couple. C'est pas forcément, nécessaire. Alors bien sûr quand on sort, c'est plus facile, mais aussi d'avoir de l'attention l'un pour l'autre, des petites attentions. On fait les courses, tiens, on va se faire un petit repas aux chandelles, les enfants sont couchés, on met une jolie nappe et puis on est attentif à l'autre. Mais c'est une attention, le lien, il a besoin d'être nourri et si on ne nourrit pas, en fait, il s'épuise et on est aussi soumis à énormément d'attendus sur la parentalité. Donc oui, prenons soin du couple au milieu. Ben ça passe par une organisation, et puis des ressources ou une nounou qui vient garder les 3 et Oui. Et histoire que d'ailleurs, c'est quand même la CAF qui organise aujourd'hui, et moi j'ai découvert quelque chose cette année, c'est que lorsqu'on a un enfant en crèche, alors pardon monsieur, c'est trop tard pour vous, quoique il y a une aide qui, je crois est mobilisable, mais lorsqu'on a un enfant en crèche, on peut bénéficier de garde à domicile qui est en partie prise en charge par la CAF. Alors je ne vais pas donner les détails ici, mais quand j'ai découvert ça, mais on a soufflé avec mon mari, parce qu'on s'est dit, enfin on va pouvoir se faire au moins dans le lot des heures de garde de nos enfants, on va pouvoir se consacrer peut-être une soirée par mois. Et rien que cette perspective-là, c'était comme un trésor, quoi. c'est ça. J'aurais pu doubler le salaire de la nounou. Voilà, donc, renseignez-vous, moralité, renseignez-vous sur les aides disponibles parce qu'il y en a. Pour que vous puissiez souffler, vous parents. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, on a encore quelques minutes avec Anne. Je regarde, pardon, celle que j'avais notée. Oui, une question, je pense, importante parce qu'on a beaucoup parlé de la prime enfance, de la petite enfance, des bébés et voilà, jusqu'à 3 ans, vous avez dit les 1000 premiers jours. Mais les symptômes, entre guillemets, d'un enfant ou d'un avion qui n'a pas trouvé son porte-avions, dont vous parliez tout à l'heure, donc le trouble du sommeil, les crises, l'agitation, la colère, etc. Si ça se manifeste depuis longtemps et que finalement notre enfant a passé ses 1000 premiers jours et qu'il a aujourd'hui 6 ans et qu'il a aujourd'hui 8 ans, comment on fait? C'est foutu? Ah non, c'est jamais foutu. Mais de toute façon, vous allez le voir, chez les ados et vous allez le voir dans le couple, hein, voilà, ces stratégies puisque c'est une image, métaphorique, mais globalement, j'utilise le porte-avions pour venir expliquer les stratégies d'attachement et on a tous des stratégies d'attachement. Donc non, c'est jamais foutu. Non, ce n'est pas une pathologie, ce n'est pas un symptôme et ce n'est pas un trouble. C'est juste une manière d'être et plus on va réconforter, plus on va pouvoir répondre aux besoins de l'enfant.
Mais non, c'est quelque chose de dynamique qui ne va pas se cristalliser. Ça va. Moi, j'utilise l'image du disque dur. C'est-à-dire que pendant les 1000 premiers jours, l'enfant, il va graver le disque dur. Ensuite, on peut le dégraver et le regraver, mais on va mettre plus d'énergie. Mais c'est tout à fait possible et c'est toujours possible. Vraiment. Et ça fait du bien de l'entendre parce que voilà, on peut être aujourd'hui un parent d'un enfant de 16 ans et il n'y avait peut-être pas encore cette facilité d'aborder le sujet il y a 16 ans, il y a 10 ans, voilà. L'entendre aujourd'hui, c'est aussi se donner la possibilité de rectifier le tir, entre guillemets, si tant est qu'on ait besoin de le faire. Et là encore, les professionnels sont là pour nous y aider. C'est ça. C'est ça, c'est pas honteux et nous on le voit, hein, on se rend compte que il est important de pouvoir demander de l'aide. Parfois on fait 2-3 guidances et puis ça suffit et le porte-avions et le petit avion se rencontrent et puis ils repartent et ils s'envolent vers de nouvelles aventures. Alors que s'ils se rencontrent pas, en fait plus le petit avion il a besoin, plus le porte-avions n'y répond pas, plus le porte-avions est épuisé avec des tableaux de burn-out parental parce qu'il se sent attaqué par le petit avion, qui se sent trop éloigné du porte-avions et on est dans un cercle vicieux, alors qu'il est tout à fait possible de revenir et d'aller vers un cercle vertueux qui soit épanouissant pour tout le monde en fait, et l'enfant et le parent qui se retrouve finalement très heureux cette belle aventure qu'est la parentalité. Je vous propose, Anne, de passer très rapidement à notre petite séquence info à tox, car je vois l'heure qui défile, même si j'espère que vous êtes tous derrière votre écran aussi passionnés que moi de cette discussion. Petite info intox, ça veut dire, chers amis qui êtes derrière votre écran, que vous pouvez jouer et donc répondre si c'est une info ou si c'est une intox. Ça va aller vite, il y en a 3. La première, devenir parent, c'est donc un savoir ancestral inscrit dans notre code génétique. Info ou intox? Je vous laisse répondre 2 secondes. Si vous êtes chaud, si vous êtes déjà sur les questions-réponses, c'est pas évident. Et je vais lire peut-être la seconde. La parentalité positive n'est pas dire oui à tout, info ou intox. Alors la première, évidemment, c'était une intox. Non, vous l'avez dit en introduction, devenir parent, c'est pas inné, ça s'acquiert au fil du temps et au fil de la rencontre avec son enfant. Et sur la parentalité positive, Anne, alors je ne sais pas si c'est la bonne définition, mais en tout cas, être parent, est-ce que c'est dire oui à tout? Ah non. Non, l'enfant, il a besoin de cohérence, il a besoin de prévisibilité, il a besoin d'un tuteur, il a besoin d'un cadre. Et le cadre, ça passe aussi par la structuration du non. Et c'est lui rendre service que de poser le cadre. L'idée, c'est pas d'être dans un autoritarisme descendant et moralisateur, mais c'est d'être dans ce que nous, on appelle une autorité sensible. C'est-à-dire, il y a des choses possibles et il y a des choses pas possibles. Et si on lui donne le choix de tout, il est perdu, en fait. Et il a l'impression qu'il n'y a pas de porte-avions et c'est lui qui va devoir faire le taf. Et c'est très perturbant pour lui. Et du coup, il faut aussi, je crois, être cohérent avec ses noms, quoi. Si un jour c'est non, mais que le surlendemain c'est oui, puis que celui d'après c'est non, du coup, pareil, pas le porte-avions, mais le petit avion, il ne sait plus trop où il doit aller. Et voilà. Ouais, il y a plus beaucoup de valeur au non. En fait, il y a beaucoup de parents qui disent non, 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 et puis au bout de 100 fois, c'est oui, et l'enfant, il a juste retenu le oui. Donc, quand c'est non, c'est non. Et voilà. Dernière info intox, et après on passera à la conclusion. Lorsqu'on a une question liée à la parentalité et à notre façon de faire, les meilleurs conseils sont soit chez les belles-mères, soit sur Instagram. Info ou intox? Bon, on l'a un peu dit, hein. A priori, on est sur une intox. Il y a plus d'intox que d'infos dans ce jeu. Non, par contre, ça nous permet d'introduire un peu, enfin de doucement glisser vers la conclusion. Quand on a des questions, quand on ne se sent pas à la hauteur, comme vous disiez, vers qui est-ce qu'on peut se tourner finalement, vers qui on peut aller sans se sentir jugé? Aujourd'hui, il y a énormément de propositions qui sont faites. Il y a les gens que vous connaissez et qui peuvent vous rassurer.
je peux pas vous dire là parce que ça va dépendre des territoires. Déjà, regardez dans votre environnement, vous avez sûrement des porte-avions. Il faut aussi solliciter vos porte-avions. Il y a des porte-avions professionnels que vous pouvez connaître aussi et qui peuvent connaître d'autres lieux. Donc voilà. En tout cas, moi, ce que je peux dire, je peux pas forcément vous dire qui parce que ça va être trop individu dépendant et territoire dépendant, mais osez demander de l'aide en fait. Osez dire que c'est pas facile et que vous avez besoin qu'on vous soutienne, qu'on vous aide, qu'on vous accompagne dans cette rencontre en fait. Et alors du coup, moi j'ai quand même deux solutions pratico-pratiques. La première, c'est le fil des parents en fait. Donc si vous nous suivez sur Instagram, vous connaissez peut-être la plateforme téléphonique qui est actuellement mise en place par la CAF et qui est une plateforme d'écoute gratuite qui est ouverte les lundis, vendredis après-midi et les mercredis et jeudis matin. Je vous donne le numéro de téléphone, mais on pourra le remettre dans la description et sur la description du replay de YouTube. Donc c'est le 05 59 46 78 85, pardon, et il y a des professionnels qui vont pouvoir à la fois vous écouter, mais peut-être aussi vous orienter vers des structures dédiées à la parentalité sur le territoire, car il faut savoir qu'il y a beaucoup de structures qui existent, il y a un vrai maillage territorial qui existe, et notamment sur le territoire des Pyrénées-Atlantiques, et qui sont des structures souvent mal connues des parents, parce que justement, on n'ose pas en fait pousser la porte de ces structures. Je pense au lieu d'accueil parents-enfants, l'AEP, si vous avez déjà entendu, mais aussi les PMI. Les professionnels de PMI sont aussi à votre disposition pour vous écouter et puis peut-être répondre à vos questions et peut-être vous orienter vers d'autres professionnels. Et puis la deuxième solution, mais je ne sais pas si je dévoile une information non dévoilable, mais du coup, Anne, vous êtes fondatrice des instituts parentalité et il y en a un qui est en projet à Bayonne pour 2023. C'est ça. On travaille dessus. Donc les chers Basques, bientôt vous aurez, et d'ailleurs tout le territoire, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit réservé aux Basques, hein. En tout cas sur la côte, il y aura aussi un institut parentalité et donc des professionnels dédiés qui pourront vous écouter. Un mot pour la fin, Anne? Eh ben, merci de cette invitation et puis bon vol, chers petits avions, parents, porte-avions, faites-vous confiance, faites-vous confiance. Et ayez juste envie de découvrir votre enfant parce que ben, c'est merveilleux et même si ça vous semble difficile, ça reste des trésors, mais vraiment faites-vous confiance, c'est un message important. Tout à fait d'accord avec vous. Si vous avez envie de creuser le sujet, vous qui nous avez regardé, ou faire plus connaissance avec le domaine d'expertise d'Anne, vous pouvez consulter évidemment le site de l'Institut de la parentalité. On vous mettra la référence dans la description du replay, ou le site des Villes Premiers Jours. Anne écrit aussi des livres, hein, je vous l'avais dit, elle est auteure. Donc elle a écrit le livre La sécurité émotionnelle de l'enfant et Enfant sécurisé, enfant heureux chez Marabout. Je vous les conseille. Et pour la suite, écoutez, je vous donne rendez-vous dans quelques heures pour le replay sur YouTube. Alors dans quelques heures, on va passer peut-être le week-end quand même. On va laisser souffler Elisa qui est en régie. Rendez-vous donc sur la chaîne Le Fil des Parents, sur le compte Instagram Le Fil des Parents, notamment aussi pour connaître le thème, la date et l'heure de notre future prochaine émission Parents Imparfaits numéro 6. Merci encore Anne, franchement c'était super éclairant, super passionnant et aussi super déculpabilisant. Tant mieux. Merci Léa, merci de l'invitation et ben bon vol. C'est gentil, merci. Ciao à tous.